Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 11 juillet 2018. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à faire et à voir, ensemble bien sûr, sur des pathologies qui concernent quand même de plus en plus de personnes et qui sont un petit peu livrées à elles-mêmes, souvent même par des médecins qui font leur travail honorablement et qui n'arrivent pas toujours à trouver les solutions adéquates. Mais avant cela, j'aimerais vous faire part d'une réflexion qui m'a qui me travaille depuis longtemps, depuis très longtemps. Et je vais vous lire ce texte. Alors évidemment, le titre principal, c'est le psoriasis. Donc nous allons en parler un petit peu. Ensuite, je vais vous parler du Candida albicans, qui est une sérieuse cochonnerie que nous avons tous, mais qui, lorsqu'il prolifère, peut provoquer une quantité de problèmes de santé graves, autant physiques que psychologiques. Et oui, étrangement, c'est ce qu'on découvre de plus en plus. Comme quoi, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la science, c'est qu'elle a cette capacité à chercher et à trouver, à comprendre toutes les humeurs qui nous occupent et qui nous rendent malades, et en même temps à être capable de trouver des remèdes à ces problèmes, mais en créant d'autres, bien plus graves, à travers des faux remèdes qu'ils nous soumettent, mais c'est lié à ce que nous allons voir à l'instant. Alors plus nous avançons dans le XXIe siècle, plus nous constatons l'acharnement développé pour détruire notre monde à travers les mauvaises actions de nos dirigeants. Ces actions qui portent leurs fruits desséchés au parfum de mort et de destruction qui nous sont donnés à manger. Manger 3 à 5 fruits par jour, nous dit-on. Bien sûr, des fruits pleins de glyphosate, de Roundup et d'atrazine. Donc le glyphosate fait partie du Roundup et l'atrazine, c'est encore un autre pesticide, mais j'en parle dans Pandora 4, dans ce volume-là. Toute une étude extrêmement intéressante qui a été réalisée par un professeur à Berkeley. Donc lisez cela et vous trouverez des explications, en tous les cas scientifiques, sur ce qui mène à tout ce qu'on appelle les transgenres et autres, qui ne sont pas des gens forcément différents de nous, pas du tout, mais qui ont été modifiés au point de vue du fœtus par des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que des enfants qui étaient prévus pour être mâles sont devenus femelles, et inversement. Ce qui crée évidemment des troubles psychologiques qui sont liés à cela, parce que l'enfant qui est né homme alors qu'il aurait dû naître femme, eh bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en lui et il le sait et il est perturbé. Et donc, il ne faut jamais critiquer ou se moquer de ces enfants qui deviennent adultes aujourd'hui, parce qu'ils sont victimes de ces perturbateurs endocriniens, comme l'atrazine, qui transforment véritablement le sexe des batraciens et donc des mammifères également, comme on l'a constaté, ce qui veut dire que des humains de la même façon. Alors lisez donc Pandora 4, vous trouverez cette étude fort intéressante, scientifique évidemment. Moi, c'est pas moi qui vais inventer des choses pareilles. J'ai pas l'esprit suffisamment pervers pour vous inventer des choses fausses, en règle générale. Donc je reprends. Alors, nous qui sommes lucides, et nous sommes certains à l'être, il y a beaucoup d'enfants qui sont extrêmement lucides aujourd'hui, c'est pour ça qu'on veut les vacciner, pour les réduire à une peau de chagrin. Nous constatons malgré nous la fin de notre civilisation, la fin d'un monde qui s'écroule et que nous contribuons à faire s'écrouler. Pour cela, il faut des hommes maintenus en esclavage par une société financière qui les tient par la dette et qui les force à obéir contre leur gré. Les esclaves travaillent, qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils doivent exécuter des ordres contre nature, mener des actions contradictoires contre l'intérêt humain.
L'homme qui conduit le bulldozer qui va raser une forêt à Sumatra ou en Amazonie ne peut être heureux de détruire la vie. Il est contraint de le faire en échange d'un salaire qui va lui permettre de nourrir sa famille. Il ne réalise pas que son action a une incidence sur le monde entier. Il ne sait pas qu'en rasant une forêt, il permet au vent qui tourne autour de la planète de prendre de la vitesse et de devenir plus dangereux chaque jour, et qui ravage îles et villes côtières. Il ne sait pas qu'il détruit les grands singes, les plus riches plantes de la pharmacopée. Il ne sait pas qu'il contribue à la destruction pure et simple de notre civilisation. Mais quelqu'un sait. Quelqu'un est parfaitement conscient de cette réalité et il se frotte les mains de ce changement de paradigme programmé pour détruire plus de 6,5 milliards d'êtres humains dans les 25 ans à venir. Cela vous paraît farfelu, vraiment. Avez-vous seulement réalisé combien les humains sont malades aujourd'hui? Ils développent, malgré les protections incisives, vaccinales, toutes les pires maladies imaginables. Ce que je dis solennellement, c'est que la vaccination est inutile en Occident. En revanche, en Afrique et dans les pays qui ne bénéficient pas d'hygiène, d'eau potable, de tout à l'égout, elle est indispensable. Mais les laboratoires pharmaceutiques, à l'aide des autorités, nous font croire que nous aurions besoin de cette médecine alors que ces maladies ont naturellement disparu de nos sociétés. De qui se moque-t-on? Les vaccins sont faits pour rendre malades les personnes en bonne santé. Étrangement, peuvent-ils protéger les personnes en mauvaise santé? J'émets là un doute également, mais comme il existe la présomption d'innocence en justice, eh bien les laboratoires bénéficient du bénéfice du doute, malgré une condamnation quasi unanime par la science. Hier soir, l'équipe de France de football a gagné son match de qualification contre les Diables Rouges. Une rencontre épique et glorieuse qui a rendu heureuse une France à l'agonie qui ait fait pleurer notre magnifique Belgique, la courageuse et son équipe valeureuse. Les Français ont quitté leur logis afin d'exprimer leur joie dans les rues des grandes villes et des villages. La manifestation populaire était explosive et compréhensible. Mais, car il y a un mais, lorsque nous tentons de mettre en garde contre la destruction de la société humaine, la pollution des eaux et des cieux, les empoisonnements à travers les vaccins, nous ne voyons personne dans la rue. J'ai conscience que la jeune génération ne se préoccupe pas encore de cette réalité sordide. Mais quand s'en occupera-t-elle? Lorsqu'il sera trop tard? Ne pourrions-nous pas faire comme les Italiens et remettre en question la politique vaccinale en France qui s'oppose à nos droits fondamentaux? Ou devrons-nous subir les caprices d'un pantin versaillais qui se prend pour un régent sans en avoir l'étoffe, même s'il en a le toupet? Parlons du psoriasis à présent. Alors pour ceux qui ne savent pas ou peu, le psoriasis est une maladie de peau formant des plaques sur le corps et principalement sur la paume des mains, la plante des pieds, les coudes, les genoux, sur le cuir chevelu, derrière les oreilles, dans les plis de la peau. C'est une maladie de type chronique et non contagieuse, un symptôme qui touche entre 2 et 4% de la population mondiale, et principalement des personnes de type caucasien, c'est-à-dire des blancs. C'est pas du racisme, ça. C'est juste un constat. Une des causes du déclenchement de cette pathologie a été liée à certains vaccins, voire le vaccin contre le zona, par exemple, ou à des facteurs génétiques pour certains sujets. Pour les autres, on ne connaît pas encore très bien les causes véritables, ni ses origines. On pense à des notions de stress, des infections, des blessures, des accidents chirurgicaux, l'anxiété, des accidents vaccinaux également, peuvent également déclencher le psoriasis. Mais il peut être également le résultat d'une maladie auto-immune. Alors auto-immune, évidemment, il est assez rare d'avoir des maladies, de développer des maladies auto-immunes sans passer par la vaccination, en règle générale. Aujourd'hui, les patients peinent à trouver des réponses favorables en termes de traitement à travers la médecine allopathique. Les crèmes à base de corticoïdes ne soignent pas, mais apaisent les démangeaisons sans jamais régler le problème. Le psoriasis provoque une inflammation de la peau et des articulations, ce qui entraîne des douleurs et de l'inconfort pour ceux qui en sont victimes. Il est facile à identifier en raison de ces signes visibles. Des plaques rouges, enflammées, la peau souvent craquante, les articulations enflées et les ongles abîmés.
On ne meurt pas de cette maladie, mais elle est particulièrement incommode au quotidien. Les microbes ou les produits chimiques provenant de l'environnement ne causent pas l'inflammation qui caractérise le psoriasisme. Du moins, c'est ce que la médecine déclare, la médecine allopathique. Au contraire, c'est une maladie créée par le système immunitaire du patient et qui appartient aux maladies de type auto-immune. Il n'existe pas de remède miracle dans la médecine allopathique. Le traitement se limite donc à soulager temporairement les symptômes. Malheureusement, le manque de médicaments qui répondent efficacement à cette condition et qui sont rares et apparemment sans danger pour une utilisation à long terme. Alors le sans danger, je le mets entre guillemets, parce que les conséquences sont ailleurs. Vous savez, on vous donne un médicament qui va vous aider à supporter une douleur, mais ça va créer une autre pathologie. Alors, est-ce que c'est fait exprès? C'est possible. Est-ce que c'est un accident? Comme il en existe tellement, comme les plus de 40 000 médicaments, ou 4 000 médicaments, je ne me souviens plus, du docteur Philippe Even, professeur Philippe Even et son collègue. Je l'ai commandé, là, je vais la voir. Alors, entre guillemets, observez surtout chez l'enfant et le jeune adulte, comme par hasard. Chez l'enfant et le jeune adulte. Comme par hasard, c'est les plus vaccinés. Il correspond à une efflorescence de petites lésions de psoriasis de moins de 1 cm de diamètre, prédominant sur le tronc, la racine des bras et des cuisses, épargnant le plus souvent le visage et survenant le plus souvent également dans les 15 jours suivant un épisode infectieux ORL. Ça vous dit rien, ça. Moi, c'est drôle, quand je lis ça, je vois vaccin. Bing, vaccin, vaccin, vaccin. Mais peut-être que je me trompe. Me trompe-je. Mais aussi anogénitale, à la streptocoque B, hémolytique du groupe A, et dans des cas des streptocoques de type C viral. Alors je souhaiterais porter à la connaissance du lecteur cette explication qui semble correspondre à la conséquence d'une vaccination de type ROR, Priorix et même HPV. Si le lecteur se souvient du chapitre sur l'allaitement, celui-ci pourra pallier à ces symptômes avec du lait maternel. Je ne prétends pas que le lait maternel, aura raison du psoriasis, mais en tous les cas, il devrait aider en ce qui concerne les symptômes qui mènent à la maladie. Pourquoi aller chercher dans la chimie des remèdes qui ne fonctionnent pas, et pourquoi ne pas tenter des remèdes tout à fait naturels en s'adressant à des nourrices qui ont du lait et qui peuvent en donner à foison? La plupart du temps, entre guillemets toujours, l'éruption de psoriasis en gouttes se développe durant 1 mois environ, puis persiste 1 mois, puis sont dans la moitié des cas spontanément résolus le 3e ou le 4e mois. Alors figurez-vous que c'est exactement la même chose avec l'hépatite B et les nourrissons. C'est-à-dire que les nourrissons naissent avec une hépatite B, mais avec l'allaitement, le système immunitaire va se défendre et il va s'auto-guérir. C'est le système de l'auto-guérison. Cependant, d'ailleurs on se demande alors pourquoi est-ce qu'on vaccine les nourrissons avec une hépatite B, avec le vaccin contre l'hépatite B immédiatement. C'est incompréhensible. À moins de permettre aux pédophiles d'aller enfiler, ces espèces de salopards, d'aller enfiler des bébés pour le plaisir de les faire souffrir et de les contaminer. Peut-être que c'est ça aussi. C'est drôle qu'il y a comme une corrélation avec les droits sexuels. C'est comme c'est étrange. Cependant, il arrive que le psoriasis en gouttes devienne chronique sous la forme de quelques plaques résiduelles, voire de poussées de la maladie durant plusieurs années. De plus, le psoriasis en gouttes peut être un mode d'entrée dans le psoriasis, puisqu'un tiers des patients développeraient à terme un psoriasis chronique en plaques. Alors, il y a plusieurs types de psoriasis, et donc il y a le psoriasis en gouttes, c'est des taches, et après, ça peut dégénérer en plaques. Pourtant, les victimes de psoriasis peuvent désormais se tourner vers la médecine traditionnelle chinoise afin d'obtenir un soulagement, d'après une étude publiée par la revue BMC Complementary and Alternative Medicine. C'est intéressant, ça va plaire à Jim Leveilleur, qui lui fait de la médecine chinoise. Enfin, il apprend la médecine chinoise. Et donc, la médecine chinoise, elle, traite avec plus d'efficacité que la médecine allopathique. La médecine chinoise, que l'on ne peut négliger, a une longue histoire s'étendant sur des millénaires, 5000 ans. Et parmi les nombreuses conditions, alors sincèrement,
entre 5000 ans de médecine chinoise, qui a fait ses preuves sur 5000 ans, et 100 ans de médecine allopathique, qui est incapable de faire ses preuves en ce qui concerne la vaccination et le cancer, sincèrement, il faut peut-être se remettre en question. Et parmi les nombreuses conditions médicales existantes, les médecins chinois ont réussi à soigner le psoriasis. Alors c'est un espoir pour vous, mesdames et messieurs, et les enfants qui en sont atteints. En fait, une formulation traditionnelle appelée Pullian Ointment, c'est-à-dire que c'est une crème qui s'appelle Pullian, est certifiée par la Food and Drug Administration de Beijing, donc l'administration qui va accorder le médicament, et puis les nourritures qui va les valider, de Pékin. Beijing c'est Pékin. Ni hao, ça veut dire bonjour. Tian, ça veut dire au revoir. Au revoir. Pour être utilisé dans les hôpitaux chinois comme traitement prescrit pour ce qu'ils nomment le syndrome de chaleur-sang. Ça, c'est des dénominations. La température ou chaleur du sang est l'un des trois syndromes principaux classés dans la médecine traditionnelle chinoise pour le psoriasis. Les deux autres étant la sécheresse du sang et la stase du sang. Alors la stase du sang, c'est stagner, c'est-à-dire lorsque le sang stagne à la même place, il ne circule pas. Les patients se situant dans la catégorie chaleur du sang ont des éruptions à motifs irréguliers et des lésions qui apparaissent de couleur rouge vif. Ils éprouvent habituellement des sensations de démangeaison. Les symptômes du syndrome sont semblables à ce que la médecine occidentale appelle le psoriasis gouttaté, donc c'est le psoriasis goutte, qui se produit après une infection. Pour démontrer l'efficacité du Pullian Ointment, pour les personnes atteintes de psoriasis à chaleur sanguine, les chercheurs ont mené une étude multicentrique randomisée en double aveugle et contrôlée contre un produit placebo. Cette étude a impliqué 6 centres au total. Alors les centres, évidemment, c'est pas n'importe quoi. C'est Hôpital d'amitié sino-japonais, Hôpital de médecine traditionnelle chinoise, TCM, Hôpital Dongzhimen, affilié à l'Université de médecine chinoise de Beijing, Hôpital de Dongfang, affilié à l'Université chinoise de médecine chinoise, Hôpital de Guang'anmen et l'Air Force Hospital Général et Armée de libération du peuple chinois. Avec eux, Mao Tse-tung. Les participants à l'étude étaient âgés de 18 à 65 ans. Ils avaient des lésions occupant moins de 30% de leur corps. Ceux qui avaient subi un traumatisme étaient enceintes, prenaient des corticoïdes, alors ça c'est des corticoïdes et des stéroïdes, donc c'est mélangé, et des immunodépresseurs, et ils souffraient d'une maladie grave du foie, des reins, du cœur et de troubles mentaux, et avaient des réactions allergiques à la médecine chinoise. Évidemment, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est cortisone, stéroïdes, corticostéroïdes, c'est très très lourd comme médicament. Les candidats étaient soit des patients hospitalisés, soit des patients externes du département de dermatologie. Ils devaient également avoir reçu un diagnostic de psoriasis vulgaire tel que défini dans le Clinical Dermatology dans sa 3e édition. Le syndrome de chaleur-sang a été diagnostiqué en utilisant la définition dans les principes directeurs pour la recherche clinique sur les nouveaux médicaments de la médecine traditionnelle naturelle. Alors je sais, c'est un peu rébarbatif, mais pour ceux qui sont atteints de psoriasis, c'est quand même très 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 intéressant. Et parfois, il faut aussi informer des gens qui souffrent particulièrement. Les participants. Et attention, hein, ce que je vous dis là, ça ne vous empêche absolument pas d'aller consulter des médecins qui sont tout à fait à même de pouvoir vous aider, du moins je le souhaite. Tous les participants ont été affectés au hasard à l'un des deux groupes suivants. Il y avait un groupe de placebo et l'autre de Longguan Pullian, ou du Pullian Hongguan. Le traitement a été donné 2 fois par jour pendant 4 semaines, avec un suivi pendant 8 semaines après le traitement. Les résultats ont été évalués en utilisant les scores PASI, ou PASI, Psoriasis Area Severity Index. Donc c'est l'index de la zone sévère du psoriasis. La sévérité des symptômes et la zone des lésions cutanées. J'avais déjà expliqué. Il est fort ce mec. L'étude a impliqué un total de 294 participants. Il a été constaté des améliorations dans les 2 groupes après 4 semaines, mais plus encore dans le groupe du Pullian Hongguan, ou Longguan Pullian, comme en témoignent les scores PASI.
PASI. La qualité de... Oui, c'est pas, on n'est pas à Passy, c'est pas à Paris, c'est pas Passy. On va pas faire du rap là. La qualité de vie des patients s'est également améliorée après traitement. Cependant, le groupe placebo a présenté un taux de rechute plus élevé que le groupe Onguan-Poulian 8 semaines après le traitement. Alors évidemment, il y a ce qu'on appelle les facteurs psychosomatiques, mais il faut également comprendre que ces facteurs psychosomatiques sont pas uniquement des facteurs psychosomatiques, mais qu'ils peuvent également permettre au corps de s'auto-guérir. Et ça, c'est ce que la psychologie n'a pas encore compris, et ça, c'est ce que la médecine quantique comprend, c'est-à-dire que le cerveau a des capacités extraordinaires de s'auto-guérir, qui ont été complètement éradiquées et supprimées par la médecine allopathique dans tous les domaines, hein, mais que ce soit dans le domaine de la psychiatrie, dans le domaine de la psychologie, dans les domaines de la médecine. Le cerveau n'a pas le droit de soigner, seuls les laboratoires ont ce droit. Vous comprenez, c'est toujours très compliqué. Les chercheurs ont conclu que leurs résultats prouvaient les avantages de la pommade Poulian et comment elle était tolérée par le corps et l'organisme. Ils ont recommandé de mener des études plus poussées avant de modifier les formes et l'intensité de la préparation de la crème pour fournir de meilleurs effets thérapeutiques aux patients. Évidemment, le problème du psoriasis, c'est que c'est du cas par cas. Et on ne va pas faire comme la médecine allopathique qui décide qu'il faut vacciner tout le monde de la même façon, alors que vous avez des enfants qui réagiront moins vite ou pas du tout au vaccin, et d'autres qui vont être invalidés très rapidement. Donc c'est une aberration scientifique à la base. Il existe donc en Chine un traitement traditionnel qui peut aider les patients souffrant de psoriasis, mais il existe également d'autres solutions naturelles qui se trouvent à la mer morte. Par exemple à travers des traitements naturels de bains de boue et de soufre qui stimulent la circulation sanguine et aident à soulager les problèmes de peau, les problèmes articulaires et même les douleurs rhumatismales. L'eau, l'air sec et chaud, la boue et le soufre sont des éléments clés pour soigner les maladies de peau naturellement, dont le psoriasis. Alors pour en savoir davantage sur les traitements traditionnels chinois, je vous invite à visiter le site chinesemedicine.news. Vous trouverez ça, c'est très très intéressant, malheureusement c'est en anglais, mais que voulez-vous, je suis désolé si les Français ne font pas ces informations-là. C'est sans doute pour une raison précise que vous devez connaître, enfin vous comprendrez en tous les cas. Alors maintenant je vais vous faire un exposé assez global sur la candidose, mais pour ça je vous demanderai à nouveau de vous informer auprès de vos médecins qui dans ce domaine sont très très bien renseignés, et surtout les gastro-entérologues, hein, les jeunes gastro-entérologues là, qui ont fait des études aux États-Unis ou ailleurs, eh bien ils savent très bien de quoi l'on parle avec la candidose, donc n'hésitez pas à les consulter pour leur demander leur avis. Alors candidose, ne laissez pas cette infection de levure, parce que ce sont des levures, détruire votre santé. Vous allez découvrir quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que ce qu'on appelle vulgairement des champignons, des mycoses, des candidoses, eh bien, ont une influence non seulement sur votre flore intestinale, mais également sur votre comportement et sur vos maladies. Il y a une bataille cachée qui se déroule au cœur de l'organisme et que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils combattent. Ils combattent un ennemi qui est responsable d'une baisse d'énergie et d'une fatigue chronique en dehors des effets délétères de certains vaccins. Il est également responsable, cet ennemi, de dépression et d'anxiété, de problèmes digestifs, d'irritation de la peau, de migraines et de maux de tête. Il favorise la prise de poids, etc. Cet ennemi silencieux, responsable de ces maux, est la candidose. Malheureusement, le candidat Macron, non, c'est pas lui, c'est un autre candidat, c'est Santé. Donc le candidat est peu connu et le patient est très mal informé, ce qui explique pourquoi une grande majorité de personnes sont rendues confuses au sujet de leurs conditions
ou ne parviennent pas à la traiter complètement. Et donc les mauvais médecins, parce qu'il y en a, si vous allez vous plaindre d'une fatigue chronique, vous avez des problèmes d'irritation de peau, de migraine, digestif, tout ça mêlé, d'anxiété, et s'ils n'y voient pas, eux, le candidat ou la candidose, ben c'est qu'ils ont mal appris leur leçon. Parce qu'aujourd'hui, on le sait. Les levures sont des organismes nécessaires et à la fois toxiques, si certaines se retrouvent en trop grand nombre dans l'organisme. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce que le candida. Le candida est un champignon de type levure qui vit dans les muqueuses et de façon bénigne dans le tube digestif et le tractus intestinal. Il prospère dans les zones chaudes et humides de la peau, sous les aisselles, dans les plis de l'aine et pour les femmes dans le vagin à travers les plis de la vulve. Je suis désolé d'être trivial, mais nous parlons de médecine, alors parlons-en carrément. Comme ça, on appelle un chat un chat. C'est comme ça qu'ils autres. Le candida est une partie naturelle du microbiome intestinal. En fait, des prélèvements oraux chez 40 à 75% des adultes en bonne santé seront positifs pour les candida albicans et jusqu'à 25% des femmes seront positives pour les candida albicans dans leur vagin sain, sans aucun signe d'infection ou de prolifération. Les personnes atteintes de cancer ont d'ailleurs le plus souvent une hyperprolifération de candida albicans. Ça, c'est un signe. C'est-à-dire qu'on doit avoir un certain pourcentage de ces candidats dans la flore intestinale ou dans la flore vaginale. Mais si on passe au-dessus de cette quantité, eh bien c'est là qu'il y a un véritable problème. Donc c'est à vérifier et c'est à traiter au quotidien avec une alimentation saine. Cependant, une fois qu'il y a prolifération de candidats dans le corps, le risque de développer une candidose augmente. Et c'est à ce moment-là que la santé est menacée. Il existe 3 types courants de candidose. La candidémie, c'est une hémoculture positive. Les candidoses invasives, des levures, sont décelées dans un endroit normalement stérile du corps et qui ont été investies par la candidose. Et les candidoses disséminées ou systémiques, et alors là, c'est la même chose que la candidose invasive, sauf que ça se trouve dans 2 endroits distincts du corps qui normalement sont stériles et protégés de ces candidoses, c'est-à-dire qu'on est envahi. De plus, il est de moins en moins conseillé de traiter l'infection à levure candidiasis, avec des antibiotiques. Et oui, et pour cause. Parce que si la candidose est présente, enfin, si le candida albicans est présent dans les intestins, et s'il se surdéveloppe, et si on traite par antibiotiques et qu'on fait péter tout ça, il n'y a plus rien après. Alors on ne règle pas vraiment le problème, on le règle momentanément. Il existe désormais un lien entre le syndrome du gut leak et la candidose. Alors le gut leak, c'est l'intestin qui fuit. Dans le passé, une grande partie de l'accent mis sur le candida a été sur l'infection vaginale à levure et la façon de traiter ces symptômes. Cependant, des recherches récentes se sont concentrées sur le système gastro-intestinal et la capacité du candida à coloniser l'intestin de façon bénigne avec un microbiote normal et comment ce candida peut conduire à une inflammation qui déclenche des maladies intestinales. Le syndrome du côlon irritable, l'intestin qui fuit, la maladie de Crohn et la maladie inflammatoire de l'intestin, l'IBS, ont tous été trouvés avoir un lien significatif avec la prolifération des candidats. Étrangement, on a ces mêmes symptômes après des vaccinations. Et là, étrangement, il n'y a pas d'études qui sont faites entre le rapport vaccination et le candidat albicans. Et ça, j'aimerais bien que des laboratoires s'en chargent. Mais vous comprenez, c'est pas intéressant de savoir ça. En 1986, le docteur William G. Crook, C-R-O-O-K, a publié un livre révolutionnaire qui reliait la candidose à diverses affections physiologiques et auto-immunes, ainsi que les symptômes allergiques associés à la prolifération de candida albicans. C'est pour ça que ça me fait un peu rigoler, la psychologie, parce que, et ça n'a rien à voir avec mon frère, hein, c'est pas ça, c'est qu'on va traiter des gens pour des affections parfois psychologiques, des symptômes, sans s'intéresser justement à la flore intestinale de l'individu, parce que ça a une incidence et ça a une influence sur le comportement psychologique. Et comme les psychologues ne sont pas des médecins,
elles ne peuvent pas faire ce travail. Pourtant, la médecine conventionnelle a récemment reconnu ce lien, qu'une infection à levure peut non seulement faire des ravages sur l'intestin et déclencher des réponses immunitaires, mais provoquer en réalité une allergie au Candida albicans lui-même. C'est encore plus grave. Quelques symptômes alarmants d'infection de levure, donc de Candida. Alors, est-ce que la candidose vous fait grossir? Vous allez voir. C'est très intéressant ça aussi. Il y a beaucoup de problèmes de santé communs qui sont en réalité liés et exacerbés par la prolifération de candidats dans l'intestin. Alors voici les symptômes que l'on peut éprouver. Alors la fatigue chronique, la dépression et ou l'anxiété. J'aime bien celui-là, je reprends. Vous devez comprendre pourquoi. Pour qui? La dépression et ou l'anxiété. C'est qui soigne la dépression et l'anxiété? Ah, c'était pas les médecins. Si, c'est des médecins. C'est les psychiatres, c'est les médecins et c'est les psychologues. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah c'est drôle. Bah oui, il faut revoir tout ça. La fibromyalgie et l'arthrite, ça c'est les vaccins aussi. La dermatite, j'ai pas mes lunettes. La dermatite atopique, la myocardite, la PMS, la maladie de Parkinson, vaccin. Le cancer et plus encore. Donc ça fait quand même un large spectre. Là, on est vraiment très très étendu. Voici un autre fait alarmant, la prise de poids. Ah oui, la prise de poids, ça c'est un gros problème. Ça nous concerne tous. Si l'on suit un régime alimentaire, soit un programme d'alimentation saine, de préférence, sans résultat, il y a alors des chances que la candidose soit à blâmer. Il est tout à fait possible que la candidose soit chez certaines personnes responsables d'une incapacité à perdre du poids. Le système de santé américain dépense 2 à 4 milliards de dollars par an en médicaments sur ordonnance et en vente libre pour traiter la candidose. Malheureusement, la candidose devient résistante à ces médicaments, ce qui les rend très inefficaces. C'est valable aussi pour les antibiotiques. En revanche, certaines huiles essentielles et des épices communes peuvent aider à empêcher la prolifération de candidats. Demandez-vous pourquoi, en Inde, en Afrique et dans tous ces pays qu'on considère du tiers-monde, eh bien, on utilise beaucoup d'épices. Eh bien, c'est pour aider justement le microbiote intestinal à lutter contre une quantité de symptômes perturbants. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des épices dans votre cuisine, ça lui donnera de la saveur et une appétence et tout ce qu'il faut pour faire de la merveilleuse cuisine. L'acide borique permet d'améliorer cet état de santé également, donc consultez votre médecin et il faut évidemment réensemencer l'intestin avec des probiotiques et des prébiotiques afin d'aider à prévenir la prolifération de candidats. Donc, je vous le répète, ces capsules ne sont pas faites pour se substituer au travail des médecins qui font souvent un très bon travail. Donc, consultez vos médecins. À partir de là, vous avez les bonnes questions et ils vous donneront les meilleures réponses qui seront en rapport avec vos pathologies. Votre corps est capable de gagner la bataille contre le candida. Le candida, c'est le candida albicans. Aussi longtemps que vous lui donnez les bons outils, c'est-à-dire la bonne alimentation, c'est-à-dire le moins de sucre possible, pas trop de sel non plus, des légumes naturels, biologiques de préférence, enfin je ne sais plus ce que ça veut dire biologique, des fruits de préférence de chez votre primeur, un vrai qui les cultive lui-même, et donc une bonne nourriture peut pallier, alors bien épicé, quand je dis bien épicé, attention, ça ne veut pas dire une cuisine qui va piquer forcément, mais une cuisine de saveur. Voilà. Alors là-dessus, nous en avons terminé aujourd'hui. On a fait beaucoup en concentré. Voilà. Une petite capsule de 34 minutes qui m'a pris quand même pas mal de temps pour vous résumer, pour vous la concentrer. À partir de là, il faudra la réécouter pour vous permettre de trouver les réponses éventuelles à certaines de vos pathologies ou des aides nécessaires pour vous permettre de guérir, car c'est l'objectif, toujours guérir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute constante et régulière, pour votre sympathie et votre bienveillance, et je vous dis
À la prochaine fois. Et Louloute vous salue bien. Elle a fait des petites courses aujourd'hui. Elle n'est pas là. Allez, nous vous saluons et nous vous disons à la prochaine. Salut!